J'ai dépensé 11 000 € en 3 semaines. 11 000 € de cocaïne. Au début de ma consommation, c'était par sniff. Au milieu de ma consommation, c'était en injection. Et à la fin de ma consommation, c'était par voie vaginale. Et par voie vaginale, vraiment, j'étais à peu près 5 grammes par jour. Tous les jours, toutes les 20 minutes. Je faisais des overdoses sur overdoses. Je n'ai jamais eu de redescente. Tu as bien vu que je n'avais pas de cloison nasale. Tout a été rongé? Oui, tout a été rongé. Et ben, c'est même pas, il y a un trou, il n'y a plus rien. Et très vite, je rentre dans un réseau de prostitution. Je travaille 3-4 jours par semaine, donc 24 heures sur 24 parce que je suis sous coke. Je rencontre une fille. Au bout d'une semaine, on se connaît même pas. Je me marie avec elle. Voilà. Là, je sors de 2 mois d'hospitalisation en isolement complet, dans une pièce fermée, même pas un oreiller et un seau pour faire ses besoins. Et on a une caméra pour nous surveiller. C'est comme une prison. Oui. Comment est-ce qu'une petite poudre posée sur un téléphone pourrait me prendre ma famille, le rêve de ma vie? Je suis toute seule maintenant. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis ancienne étudiante en médecine et je suis tombée accro à la cocaïne. J'ai dépensé jusqu'à 80 000 € en 10 mois. J'avais une consommation excessive qui allait jusqu'à 5 grammes par jour. Je suis allée jusqu'à me prostituer pour payer mes doses. Je suis sobre depuis 7 mois aujourd'hui. Je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, je me forme pour être patiente experte. Je vais vous raconter mon histoire sur les jambes. Bonjour à tous, aujourd'hui émission sur l'addiction puisqu'on reçoit Charlotte qui a été accro à la cocaïne pendant de plusieurs mois mais de façon extrême. Elle en consommait tous les jours, 24 heures sur 24, toutes les 20 minutes. Cette prise de cocaïne, elle a eu des conséquences irréversibles sur sa vie. Elle a abandonné ses études de médecine alors qu'elle était brillante. Elle a dépensé plus de 80 000 € en consommation. Donc à l'heure actuelle, elle est endettée. Et ça a eu également des conséquences abominables sur sa santé puisque à l'heure où on tourne l'interview, elle n'a plus aucune cloison nasale. Si vous ou un de vos proches souffrez d'addiction, il existe un numéro d'État. On vous le met juste en dessous. Il est disponible de 8h à 2h du matin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si on fait ce genre d'interview, c'est aussi pour aider les personnes qui souffrent d'addiction. Si vous aussi, vous voulez partager votre histoire comme Charlotte, on a une boîte mail, contact@legendegroup.fr. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez participer à l'émission ou si vous connaissez un de vos proches qui a une histoire à nous partager. Moi, de mon côté, je repasse à la caméra et je vous laisse avec la suite de l'émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. On va parler d'addiction à la cocaïne aujourd'hui. Toi, tu as été addict sur une courte période, mais avec une très très forte consommation. Aujourd'hui, tu es sobre depuis 7 mois, c'est ça? Oui, 7 mois demain. Félicitations déjà. Merci. Pourquoi c'est important pour toi de parler de l'addiction à la cocaïne? Alors aujourd'hui, c'est important pour moi de venir parler de l'addiction à la cocaïne. Déjà parce que de 1, on parle souvent d'être addict à la cocaïne et non pas d'addiction à la cocaïne. Parce que oui, on n'est pas addict à la cocaïne, on souffre d'addiction à la cocaïne. L'addiction à la cocaïne, c'est une maladie. Ce n'est pas un manque de volonté. Et de 2, on se fait souvent une image de l'addiction qui est souvent dans un film aux États-Unis, quelqu'un de sale, sous un pont, dans un squat avec un chien, qui se pique, qui n'a pas de revenus, qui vit dans un logement insalubre. Mais non, quelqu'un qui souffre d'addiction à la cocaïne, ça peut être un PDG, une mère au foyer, une ancienne étudiante en médecine brillante. Tout le monde connaît quelqu'un qui est addict à la cocaïne. Et pour vous donner un petit exemple, il y a quelques mois, j'ai pris un blablacar avec une fille et je lui ai parlé de mon livre et elle m'a dit non mais de toute manière, moi mes amis, c'est pas des personnes qui sont addictes à la cocaïne parce que c'est pas le style. Et je lui ai dit mais parce que moi je suis le style. C'est pas un style l'addiction à la cocaïne parce que il y a un style à être atteint de cancer. Une maladie, il n'y a pas de style. Enfin, moi, je viens d'une petite famille bourgeoise, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau. Est-ce que j'ai le style de souffrir d'une addiction à la cocaïne? Enfin, comme dit ma maman, l'addiction à la cocaïne, ça ne touche pas notre famille. Enfin, c'est pas de notre monde. Tout le monde peut être touché par l'addiction à la cocaïne. L'addiction à la cocaïne, elle ne discrimine pas. Elle touche tout le monde. À cette époque-là, tu avais déjà imaginé prendre de la drogue un jour? Jamais. Jamais, jamais. Franchement, c'était pas de mon monde. Même boire de l'alcool, c'était pas de mon monde. Honnêtement, j'étais très entourée socialement. Je faisais énormément d'activités extrascolaires. Et j'avais beaucoup d'amis en dehors du collège et du lycée. J'étais dans un lycée et un collège privé catholique.
Et beaucoup de mes amis étaient en ville, parce que j'habitais au centre-ville, et on traînait un peu en ville, on était un peu les enfants un peu populaires. Donc ça m'arrivait un peu de temps en temps de fumer une cigarette. Enfin voilà. Et encore. Et je buvais un peu d'alcool, mais voilà, je me sentais un peu folle. Pour vous donner un exemple d'à quel point j'étais loin de la drogue, je suis partie en festival à Tomorrowland. Et pour passer du camping au festival, j'avais au fond de mon sac, que j'avais bien caché, un petit paquet de dragibus. Et je me suis dit, au secours, s'il me chope avec le petit paquet de dragibus, je vais me faire tuer, alors que tout le monde passait avec des stupéfiants enfouis au fond de leur sac. À l'aide. C'est limite qu'ils allaient me demander ma carte d'identité parce que j'allais passer pour une mineure. Enfin, ridicule. Donc non, la drogue, c'était pas du tout de mon monde. J'ai jamais touché aux stupéfiants. En médecine, j'étais tout le temps SAM. Je ne buvais pas d'alcool. Déjà parce que je n'aimais pas l'alcool. Et de deux, parce que vu que je souffrais d'anorexie, trop de calories dans l'alcool. Pour parler d'anorexie, c'est arrivé très jeune, t'avais 15 ans, c'est ça? Oui, j'ai souffert d'anorexie de mes 15 jusqu'au jour où j'ai touché à la cocaïne pour la première fois, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai subi des viols et des violences sexuelles très violents dans mon enfance, parce que je faisais du sport à haut niveau et que j'ai eu des réflexions, beaucoup de réflexions sur mon apparence physique en lien avec les violences sexuelles que j'ai subies. Une sorte d'obsession et un besoin aussi, je pense, de retourner à une époque avant ces violences sexuelles. Une époque où j'étais encore innocente, voilà, avant les traumas. On va en parler très brièvement, mais ça ressemblait à quoi ton quotidien en tant que jeune anorexique Je vivais chez mes parents, mais je vais parler de ma période d'anorexie, surtout quand j'ai décompensé. Donc c'était plutôt en 2022. C'est là que j'ai perdu le plus de poids. Je vais être très brève sur cette période d'anorexie, mais c'était plus... je mangeais pas, je me restreignais, je buvais beaucoup de café, beaucoup de Coca Zéro. Je courais 10-15 kilomètres tous les jours. J'allais plus en stage à l'hôpital. J'avalais une plaquette de laxatif tous les jours. Je me pesais 20-30 fois dans la journée. Je faisais du body checking tous les jours. Je me voyais énorme. Je pouvais plus aller en stage, je pouvais à peine marcher. J'ai fait 14 hospitalisations en l'espace de 3 ans. Je perdais du poids à vue d'œil. Je rentrais dans des habits taille 10-12 ans. Voilà, j'avais la sonde nasogastrique. J'enchaînais les tentatives de suicide, les IMV. IMV, c'est quoi? Intoxication médicamenteuse volontaire. C'est quand on prend une grande quantité de médicaments à dose létale. On va parler de la première fois où tu as pris de la cocaïne. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu vas en prendre ce jour-là? Je me lie d'amitié avec 3 filles, dont une en particulier, qui pour une fois comprend pourquoi je ne mange pas, pourquoi je me fais vomir. Et ça devient très fusionnel très vite. Elle est anorexique Elle est anorexique et boulimique. Elle a la sonde nasogastrique et on se comprend parfaitement. On passe toute la durée, donc tout le temps de l'hospitalisation, jusqu'en novembre ensemble. On sort d'hospitalisation toutes les deux. Et le 25 décembre, je fais une tentative de suicide. Je me refais hospitaliser. Et là, en janvier, je sors d'hospitalisation. Il faut savoir aussi que là, mes études de médecine, j'ai fait 14 hospitalisations pour anorexie. Donc mes études de médecine, je les fais à distance. Je les fais depuis Narbonne, depuis l'hôpital concrètement. Et je remonte à Paris juste pour les partiels. Je suis exemptée de stage. Donc je sors d'hospitalisation pour cette tentative de suicide fin janvier. Et cette fille me dit « monte à Toulouse me voir ». Et à ce moment, fin janvier, je n'ai plus l'étiquette sur le front de la petite étudiante parfaite en médecine. Je suis la petite anorexique, dépressive, tout le temps hospitalisée. Et je déteste cette étiquette. Je veux m'en débarrasser à tout prix. Donc je monte chez cette fille, je vais à Toulouse et je rentre dans cet appartement. 3 mecs sur un canapé, complètement ailleurs, défoncés à je ne sais quel stupéfiant, mais ils ont l'air tellement heureux. Et franchement,
Après, je sais même pas, 13 ans de dépression, je me dis, oh, j'ai envie de goûter à ça. Peu importe ce que c'est, je veux ça. Je veux ce qu'ils ont. Et je me pose aucune question. Moi, la drogue, c'est pas de mon monde. Ça vient pas de mon monde. Mais je m'en fous. Je veux ce qu'ils ont, eux. Et du coup, on me dit, bon, c'est de la kétamine. Donc je me dis, bah très bien. On me dit, bah il faut une paille. Et moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça fait mal au nez ? On me dit, non, pas du tout, mais tu vas sentir dans ta gorge un goût un peu amer. Voilà, je prends ma première trace de kétamine. À l'ouest complètement, K-hole, voilà, je me sens dans une faille spatio-temporelle. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre que la petite fille anorexique. Après cette première trace de kétamine, même si j'ai pas aimé, j'ai aimé cette nouvelle identité. Donc, j'insiste pour en acheter. J'ai accès à un prêt de 50 000 et de 30 000 euros. Donc, 80 000 euros au total. Donc 80 000 euros au total. Je pouvais facilement me procurer de la kétamine. L'argent, c'était pas un souci pour moi. Du moins à ce moment-là. J'achète un peu de kétamine, je rentre chez moi à Narbonne et je consomme. Je voyais cette fille tous les jours à Narbonne, elle venait chez moi. Je consommais de la kétamine tranquillement dans ma chambre. Je faisais comme j'ai expliqué, des K-hole quasiment à chaque fois. Je me dis, ça me convient pas. Et donc, je me renseigne un peu sur une autre drogue qu'est la cocaïne. Et je me dis, en fait, je pense que ça m'irait mieux. Je me renseigne et je vois euphorie, confiance en moi, estime de soi, sensation de un peu surpuissance. J'insiste, je dis à cette fille, qui était justement un peu plus dans le cliché de la fille droguée. Et pour la petite anecdote, quand j'étais hospitalisée avec cette fille dans la clinique l'année précédente, elle avait ramené dans la clinique de la drogue et elle m'avait dit « Est-ce que ça te dit de goûter ?» Et moi, j'avais dit « Non, absolument pas. Moi, c'est pas mon truc. » Donc, j'étais pas du tout... c'était pas du tout mon... Enfin, j'avais déjà refusé auparavant. Mais là, j'étais... je voulais changer, je voulais être quelqu'un d'autre. Et là, j'insiste, je lui dis « Je vais essayer la cocaïne. » Et elle me dit « Bon, d'accord. Bon, ok. J'achète un demi-gramme et... je l'invite chez mon père. Et là, elle arrive vers 18h avec un petit pochon, un petit sachet en cellophane bleu, brûlé à l'extrémité. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, elle commence à me faire un sorte de briefing. Elle me dit, là, tu vas sniffer, ça va prendre 10 minutes, puis tu vas avoir une sorte de montée d'estime de toi, de confiance en toi. Tu vas te sentir un peu la reine du monde. Tu vas avoir un boost, tu vas avoir envie de faire des projets. Et moi, je me dis, mais c'est trop bien, parce que moi, honnêtement, je me déteste. Enfin, clairement, je me déteste. Je n'ai aucune estime pour moi. Je n'ai pas confiance en moi. Je me déteste. Je n'ai aucun projet. Je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir, à part envie de mourir. Je vais essayer, clairement. On va tenter. Qui tente rien n'a rien. Donc, je prends la paille, je sniffe cette trace de cocaïne qui est toute petite. Et là, ça me fait rien. Donc, je me dis, bon, ok. Et là, au bout de 10 minutes, tout ce qu'elle m'a dit se réalise. Et là, franchement, je suis pas addict dès la première trace. Ce serait mentir. Mais je tombe amoureuse de la cocaïne. Je me dis, ok, cette histoire, elle va pas s'arrêter là. Et je me dis, ok, j'ai essayé les psychiatres, les psychologues, le MDR, l'ICV, la stimulation transcrânienne. Et rien n'a marché pour cette dépression sévère pharmacorésistante. J'ai essayé au moins 5 antidépresseurs à des doses les plus élevées. Et mon bonheur, la confiance en moi, l'estime de moi, les projets, tout tenait dans un pochon à 60 €. Mais en fait, j'ai trouvé la solution. Du moins, c'est ce que je pensais. Parce que j'imaginais pas tout ce que ça me prendrait dans la vie.
Moi, ce que je m'étais dit, c'était comment est-ce qu'une petite poudre posée sur un téléphone avec une paille pourrait me prendre ma famille, mes frères et sœurs, qui étaient tout ce qui comptait pour moi, tous mes amis, tous mes amis. Je suis toute seule maintenant. Mes études, la chose qui comptait, le rêve de ma vie. On m'appelait Docteur Chaleil depuis que je suis toute petite. Mes projets, l'homme que je pensais être, le père de mes enfants, ça m'a tout pris la cocaïne. Mais sur le moment, je me suis dit, bon, j'ai la solution. Le lendemain, je me lève à 6h du matin, j'accompagne mon amie à la gare. Elle me donne le contact d'un dealer à côté de chez mon père. Et encore une fois, vu que j'ai les 80 000 €, je me dis, bon, bah ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 10 grammes. Facile. C'est énorme, 10 grammes. C'est énorme, mais moi, je vois pas le mal. Enfin, je me dis, j'ai l'argent. Donc, en plus, il y a une promo. Enfin, ils font tout le temps des promos, les dealers. Donc, je me dis, en plus, c'est 400 €. Je me dis, mais 400 € sur 80 000 €, mais c'est rien. Enfin, presque, j'aurais pu prendre... Franchement, j'aurais pu prendre 20 grammes, mais ils ne vendent pas 20 grammes. Parce que s'ils ont 20 grammes sur eux, ils n'ont même pas ce genre de stock. Et en plus, le pire, c'est que je le prenais tellement qu'à un moment donné, ils m'ont dit, c'est sûr que tu le revends. J'étais là genre, ah non, absolument pas, je le consomme. Et presque, ils ne me croyaient pas. Donc, je leur faisais mettre leur doigt dans mon nez. Et comme tu l'as fait, mettre ton doigt dans mon nez, tu as bien vu que je n'avais pas de cloison nasale. Oui, parce que pour expliquer, en préparant l'émission, on s'est juste avant de tourner, on a échangé tous les deux. Tu m'as dit que tu avais plus de cloison nasale. Et c'est vrai qu'effectivement, tu m'as fait mettre mon doigt dans ton nez et il n'y a plus rien en fait. Non, il n'y a plus rien. Tout a été rongé? Oui, tout a été rongé. Et c'est même pas, il y a un trou, il n'y a plus rien. Oui, tu passes d'une narine à l'autre. Oui. Mais en fait, je ne sais même plus ce que ça fait d'avoir une cloison nasale. Et en fait, pour dire à quel point parce que je n'ai pas consommé pendant très longtemps. J'ai consommé 10 mois. Mais c'était 10 mois, tous les jours, toutes les 20 minutes. Donc, on me dit souvent, oui, mais la cocaïne, c'est difficile parce qu'il y a la redescente. Mais moi, je n'ai jamais eu de redescente. Je ne sais pas si j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement. J'avais accès à beaucoup d'argent. Donc, je n'ai jamais redescendu. Mais c'était quoi une journée type avec toi pendant ton addiction? Alors, une journée type avec moi pendant mon addiction. Au début de mon addiction, je me suis dit, c'est bon, je gère, je m'arrêterai le jour où je me perforerai la cloison nasale. C'était ma limite. C'était même pas, je m'arrêterai le jour où j'aurai plus d'argent. Je me suis dit, j'arrêterai le jour où j'aurai un trou dans la cloison nasale. Parce que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux les gens qui avaient le nez affaissé et je me suis dit, oula, j'ai pas envie d'avoir ça, je m'arrête quand j'ai ça. Une journée type, au début, c'était, je me réveille pas parce que je suis pas fatiguée et que j'ai envie de commencer ma journée. Je me réveille parce que je suis motivée, parce que je sais que je vais avoir ma première trace. Je vais dans les toilettes de chez ma mère parce que je vis chez ma mère. Je prends mon téléphone, je fais ma trace de cocaïne. Au début, c'est une trace, plutôt raisonnable. Je sniffe. Qu'est-ce que je fais? Au début de mon addiction, je crois que c'était au moment, à peu près au moment d'avril. Là, j'ai des projets plein à la tête, je fais plein de choses. Je m'inscris à un CAP fleuriste hyper onéreux, alors que je suis étudiante en médecine, 10 000 €. Je fais plein de projets, n'importe quoi. Je bois un café avec ma mère, je retourne aux toilettes 30 minutes après, trace de cocaïne, encore des projets plein à la tête, j'appelle des amis, je suis comme ça. Tic à la mâchoire, que j'ai encore à l'heure actuelle, parce que maintenant c'est devenu un tic, juste un tic tout court. C'est à cause de quoi la mâchoire? Je pense que ça devait être coupé avec du speed ou ça devait être coupé avec des amphétamines Et ça te bloque la mâchoire? Mais en fait, ça cause des tics, ça fait serrer, ça fait du bruxisme. En fait, le bruxisme, c'est des contractions du masséter, le muscle là, et en fait, ça fait faire... on joue avec la mâchoire, en fait. J'appelais surtout mes amis qui étaient dans la cocaïne, donc mon ami qui m'avait fait essayer, qui était souvent aussi sous stupéfiants. Je dormais pas de la nuit, je faisais encore des projets. J'appelais, dans la journée, j'appelais des gens à qui j'avais pas parlé depuis 10 ans. Blablabla. Je me sentais surpuissante, je me sentais la reine du monde. Je parlais.
J'ai même pas de souvenirs, j'étais complètement, j'ai envie de dire maniaque. J'ai jamais été maniaque de ma vie, mais là, j'étais à l'ouest. Enfin, j'étais plus dans le monde réel. Mais c'était toutes les 30 minutes. C'était un rituel. Je ne dormais pas pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, je dormais 24 heures. T'étais heureuse à cette première période de consommation? Honnêtement, vu que c'était une consommation très, très intensive, quotidienne, c'est vite devenu trop pour moi. Au tout début, je dirais, le premier mois, c'était pas mal. Mais à partir de fin avril, comme ce que j'ai pu envoyer à mon psychologue, par exemple, je suis montée pour mes partiels. Mes derniers partiels que j'ai fait en médecine, c'était en mars 2025. C'est 4 heures d'épreuve. Et d'habitude, en tant que grande perfectionniste et en tant que vouloir tout réussir et exceller, c'est super important pour moi les partiels. Je vais en épreuve, je suis à 1 mois et demi dans la cocaïne, je consomme toutes les 20 minutes. Je prends une trace de cocaïne dans les toilettes de la fac, je vais en partiel. Et si on sort des épreuves, on ne peut plus rentrer. Mon père était monté avec moi. Au bout de 20 minutes, j'en peux plus, je ne tiens plus en place. T'es en manque? Je suis en manque, j'en peux plus. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais semblant de vouloir aller aux toilettes. Je sais que je pourrais plus rentrer. Je sors des épreuves, je vais dans les toilettes de la fac. Je peux pas sortir parce que sinon mon père il va se rendre compte que je suis plus dans les épreuves. Je reste dans les toilettes de la fac, je consomme toutes les 20 minutes pendant 4 heures. Je sors, je dis à mon père c'est bon, j'ai fini les épreuves. J'avais les épreuves l'après, mais je dis à mon père non, c'est annulé. Je consomme. Et voilà. C'était les derniers partiels que j'ai passés. Puis je me suis plus jamais. Je suis pas arrêtée la fac, je me suis juste plus jamais réinscrite. Et ça s'est terminé comme ça. Puis j'étais inscrite à un CAP fleuriste. Donc voilà. Et puis de temps en temps, ça me prenait à 3 heures du matin sous coke. Je révisais mon CAP fleuriste, les plantes. Voilà ce que je faisais. Au milieu de ma consommation, j'allais chez des amis. Je consommais, j'avais le nez en sang, mais complètement en sang. Il y avait les parents de mon ami. J'achetais des billets pour Tokyo à 1 200 €. Je réservais tous les hébergements pour Kyoto, Tokyo, des treks, pour des fortunes. À 1 heure du matin, j'ai les captures d'écran, c'est lunaire. Et puis je vais voir ma mamie de cœur qui a plus de 70 ans et je lui dis le lendemain, viens à Tokyo avec moi. Et j'ai aucun souvenir. Et ma mère, elle me dit, mais il y a 2 mois, elle me dit, mais tu sais, Charlotte, t'as invité Leslie à Tokyo quand même l'été dernier. Et je me dis, oh, au secours. Enfin, je me sentais tellement supérieure. Enfin, et sur la fin de ma consommation, une journée type, c'était vraiment atroce. Enfin, je ressentais plus les bienfaits. Mais en fait, si je consommais pas, j'étais tellement en manque que j'avais l'impression que j'allais mourir. Et à la fin de ma consommation, je faisais des overdoses sur overdoses. Au début de ma consommation, c'était par sniff. Au milieu de ma consommation, c'était en injection. Et à la fin de ma consommation, c'était par voie vaginale. Et par voie vaginale, vraiment, j'étais à peu près 5 grammes par jour. Au début, c'était 1,5 grammes par jour. Au milieu de ma consommation, on était à 2,5-3 grammes par jour. Sur la fin de ma consommation, on était à peu près 5 grammes par jour parce que je courais après la sensation de ma première trace. Et comme on dit, on ne retrouve plus jamais la sensation de sa première trace, plus jamais. Et c'est vrai. Donc, ne courez pas après la sensation de votre première trace. Vous ne la retrouverez plus jamais, peu importe la dose, peu importe la fréquence. C'est fini. Faites le deuil. Mais c'est dur de faire le deuil. Attends, mais tu parles d'overdose. Comment ça se manifeste? C'est quoi une overdose? Tu t'es éteinte quand tu fais une overdose, non? Non, pas spécialement. On a beaucoup de symptômes. On peut faire des hyperthermies, on est en tachycardie. Et au début, vu que je le cachais à tout le monde, je voulais absolument pas aller aux urgences. J'en parlais pas aux professionnels de santé, à part mon psychologue. Du coup, en tant que super étudiante en médecine, je me renseignais sur les symptômes, je me renseignais sur les traitements des overdoses. Et ensuite, je cherchais d'autres pathologies comme l'anxiété qui avaient les mêmes traitements. Et je m'auto-médicamentais, je me mettais dans des douches froides, j'écoutais du classique. J'écoutais de l'opéra pour me calmer, pour calmer les tachycardies, pour calmer l'hyperthermie. Et sur la fin, quand tout le monde savait que j'étais dans la cocaïne, je me suis rendue une 50aine de fois aux urgences pour overdose.
Et à la fin, on me prenait plus au sérieux, on me traitait plus, on me prenait plus en charge. Et je me soignais moi-même, mais j'ai fait une quantité phénoménale d'overdose, oui. Tu ressentais quoi dans ton corps? T'avais le cœur qui battait très J'avais vite? le cœur qui battait à 220 battements par minute. Je montais à 41 de température corporelle. Et t'aurais pu clairement mourir. Oui, 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 oui. Plusieurs fois. Et puis, je me suis déjà injectée et raté la veine et avec des nécroses de tissus. Et par voie vaginale, des lésions précancéreuses. Enfin, j'ai eu des nécroses au niveau nasal. Ça t'a détruit. Tu t'es détruite, en fait. Oui. Le nez, Le vagin, les veines. Mais pour toi, il fallait consommer à tout prix, tu pouvais... J'avais plus peur du manque, de manquer et de redescendre, que de mourir, que d'avoir des lésions précancéreuses, que de nécroser, que de perdre mon nez. J'avais plus peur de manquer que de la mort. T'as essayé de t'en sortir, t'as fait plusieurs cures. Oui. C'est comment une prise en charge en cure Alors, il y a différentes prises en charge en cure. J'ai fait 2 cures. Alors, la première cure que j'ai faite, elle a duré 5 semaines. C'était dans une clinique privée. Il y avait des tests antidrogue assez souvent. J'avais pas vraiment le droit à des permissions de sortie. C'était assez strict. Donc, tu dors sur place? Oui, on dort sur place. C'est une hospitalisation complète. Il y a des groupes de parole très fréquents. Il y a des cours sur l'addiction très réguliers, plusieurs fois par jour. Il y a de l'art-thérapie, il y a du sport. Il y a une grosse prise en charge pluridisciplinaire avec un psychologue. Vu que j'ai des troubles alimentaires, il y avait aussi un diététicien, il y a un addictologue. Enfin, c'est très complet. J'ai réussi à rester sobre les 5 semaines. Pendant cette hospitalisation, justement, j'ai écrit le tome 1 de mon livre parce que je n'avais rien à faire littéralement pendant ces 5 semaines. Et j'ai reçu également un message de mon premier dealer qui m'a envoyé « Est-ce que ça te dirait de travailler pour moi ?» Et je me suis dit « Mais non, j'ai pas envie de dealer de la drogue, ça ne m'intéresse pas. » Tu n'avais pas besoin d'argent à ce moment-là? Bah si, justement, parce que j'avais épuisé les 80 000 €. Je n'avais plus d'argent. Et en fait, il me dit « Non, c'est pas dealer, c'est travailleuse du sexe. » Et là, je me dis « Non, désolée, ça ne m'intéresse absolument pas. » Et je sors de cure après 5 semaines sobre et je me dis trop facile le sevrage, c'était très simple, je n'avais pas de craving. Craving, c'est une envie irrépressible de consommer. Je suis rentrée chez moi, mon père était en voyage d'affaires et toute ma famille était en vacances, toute ma famille. Donc j'étais toute seule chez moi. Et en fait, même pas par manque, mais par habitude, je me suis dit, j'ai besoin de consommer. Je suis rentrée dans mes habitudes. Et là, je lui envoie un message et je lui dis, en fait, je veux travailler pour toi, je veux travailler pour toi. Et en fait, de suite, on commence à me trouver un nom, on fait une grille de tarifs, on fait des photos, on fait une annonce, et très Pour vite... être prostituée, du coup? Ouais, pour être prostituée, pour être escorte et prostituée. Et très vite, je rentre dans un réseau de prostitution. Je travaille pour lui. Je travaille 3-4 jours par semaine, donc 24 heures sur 24 parce que je suis sous coke. Je travaille dans ses appartements. C'est quoi, du coup, tu te prostitues avec des clients qui... Avec des clients, voilà, donc je donne mes disponibilités. Parfois, je mange avec mon Mac. Je développe un peu un syndrome de Stockholm envers lui, c'est-à-dire que parfois, il me dit « ça te dit on mange ensemble là, ça te dit on passe la soirée ensemble ». Donc je commence un peu à l'apprécier, un peu bizarre. Et tu consommes, du coup, tu fais des passes, tu consommes? Je fais des passes. J'ai vraiment... je vous ai envoyé un extrait d'un message que j'avais envoyé pour travailler. Je proposais un peu de tout, vraiment. C'est horrible. Quand je travaillais, en fait, à cause des violences que j'ai subies, je n'associe pas le sexe à un moment d'amour, à une relation intime, un désir, un plaisir, un désir sexuel. J'associe ça à de la violence. Et donc, je me dissocie, je sors de mon corps. Ça s'appelle la dissociation en psychiatrie. Et du coup, pour moi, c'est un travail. J'effectue un travail que j'ai étudié au préalable.
Et je me dissocie et voilà, je suis dans un acte, c'est mon travail. Donc je ne me sens pas salie, je ne me sens pas... quand on me demande est-ce que tu te sens sale, est-ce que tu te sens souillée, est-ce que tu as des traumas de cette période? Absolument pas, je faisais mon travail, je gagnais mon argent, je m'achetais ma conso et je vivais très bien. Non, je n'ai pas de trauma, non, je ne me sens pas sale. Et encore une fois, une prostituée, ce n'est pas une femme forcément qui a raté sa vie, qui est habillée en fluo au bord de la route. Ça peut être une étudiante brillante en médecine qui vient d'une bonne famille et qui est tombée dans la drogue parce qu'elle a vécu des choses difficiles. T'avais combien de clients par jour? Ça ressemblait à quoi? Alors, pour être honnête, je ne sais même pas combien de clients j'avais par jour parce que j'étais complètement dissociée. J'ai des images en tête de choses que j'ai pu faire. J'ai des images de choses choquantes que j'ai pu faire. Mais encore une fois, vu que j'étais dissociée, la dissociation, c'est on se sent hors de notre corps, on se voit de l'extérieur, on se voit faire des choses. Je sais combien j'ai gagné pendant cette période. Je pense que je pourrais demander à mon mec combien de clients j'ai eu, mais je n'ai pas compté, je ne saurais pas dire. Je sais que j'ai travaillé pendant 3 mois, 3-4 jours par semaine, 24 heures sur 24, à peu près une demi-heure à 2 heures sur les 24 heures. Par personne? Par personne, voire parfois 3 heures, s'il y avait plusieurs personnes, mais je ne saurais pas dire combien de personnes il y avait. Parfois, j'allais juste au restaurant avec les parents du client qui étaient PDG d'une entreprise ou un homme d'affaires au restaurant. Il me présentait en tant qu'interne d'hôpitaux de tel service et je me présentais à ses parents vu que je sais parler, vu que je suis quelqu'un de, entre guillemets, présentable. Et c'était quel type de client que t'avais? Alors, c'était surtout des personnes de 35 à 50 ans, souvent avec des alliances. Et j'ai envie de dire que je suis très triste pour moi-même et ça ne respecte pas du tout mes valeurs. Et j'ai très honte de le dire parce que je n'ai pas du tout respecté mes valeurs. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes et j'ai eu un énorme manque de respect. J'aurais jamais dû accepter ça, mais comme j'ai expliqué, la cocaïne, elle passait avant tout. La drogue, c'était devenu ce qui était le plus important dans ma vie, plus important que ma famille, plus important que mes amis et que mes frères et sœurs. Et j'aurais tout fait pour ma dose. Donc, je m'excuse à toutes les personnes à qui j'ai manqué de respect. Comment tu décrirais un réseau de prostitution? Parce que pour nous, ça paraît très flou. Pour moi aussi, ça paraît très flou. Je dirais, parce que j'ai rencontré personne d'autre qui travaillait dans ce réseau. Il n'y avait pas d'autres travailleuses avec toi? Si, enfin pas avec moi. On se rencontrait jamais vraiment. Il n'y avait jamais de groupe. Souvent, je recevais des messages de mon mec qui me disait j'ai une petite blonde qui vient ce week-end. Est-ce que ça te dit de passer la soirée avec nous? Et souvent, c'était des jours où j'étais pas là, où parfois je recevais ces messages alors que j'étais plus dans le réseau. Et du coup, ça m'intéressait pas. Ou parfois quand j'étais sobre. Et les travailleuses, c'était des filles comme toi qui étaient droguées? Non, pas forcément. C'était aussi juste des personnes... Je crois que j'étais même la seule qui prenait de la drogue. Les autres, c'était... malheureusement, les autres dans le réseau, c'était souvent... en fait, il avait plusieurs femmes. Donc, c'était des femmes qui l'exploitaient individuellement. Et comment ça se passait? Donc toi, tu étais avec les clients, tu te faisais payer, ensuite tu devais donner une partie à ton Mac? Non, c'était l'inverse. C'était la personne qui faisait un peu le sorte de vigile en bas, qui prenait l'argent, et ensuite c'était le Mac qui me payait. Qu'est-ce que tu te disais dans ta tête quand tu as 24 ans et tu te retrouves dans un réseau de prostitution alors que tu viens d'une bonne famille, rien ne te prédestinait à ça? Je me disais, mais mince, mes parents, ils vont me tuer. Et justement, donc je parlerai de la cure, de cette fameuse cure juste après, mais au bout de 3 mois intensifs, j'arrête le réseau de prostitution, mais j'ai utilisé plus d'argent que ce que j'ai travaillé. Donc, je dois de l'argent et je n'ai plus d'argent. Donc, je dois demander à mon père et je ne sais pas comment lui dire, je ne sais pas comment m'en sortir. Et je dois demander à mon père et lui dire « je suis dans un réseau de prostitution ». Et je me dis, après tout ce que mes parents ont fait pour moi, après l'enfance qu'ils m'ont donnée, après les 2 poneys que j'ai eus, après la belle vie que j'ai eue, après tout ce qu'ils ont fait pour moi, comment je vais leur dire, après la cocaïne, après les hospitalisations, après
après tout, quoi. Enfin, comment je leur dis, je suis dans un réseau de prostitution. Enfin, merde, quoi. Et j'appelle mon père, je suis dans la rue et je lui dis, papa, tu vas me tuer, je sais pas comment te le dire, tu vas me juger, tu vas me tuer, quoi. C'est le pire truc que je t'ai jamais dit. Il me dit, non, mais Charlotte, ça peut pas être le pire truc. Enfin, l'anorexie, la cocaïne, la tentative de suicide. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Je lui dis, non, papa, là, t'as jamais entendu ça. Je lui dis, papa, je suis dans un réseau de prostitution et j'arrive pas à m'en sortir. Il m'a dit, Malotti chérie, du coup c'est mon surnom. Qu'est-ce que je suis fière de toi, qu'est-ce que t'es courageuse, t'as dû vivre des choses tellement pas faciles pour en arriver là. Bien sûr que je t'aide. T'as besoin de combien? Et je me suis dit, mais waouh, enfin, qu'est-ce que j'ai de la chance. Enfin, je me suis dit, mais je suis tellement reconnaissante, quoi. Enfin, merci. Enfin, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et il est adorable, ton père. Ah ouais, il est incroyable. Et ma mère. Et franchement, gardez cette phrase en interview parce que ma mère, c'est mon aidante. Et tout ce qu'elle me donne, enfin, j'ai la chance d'avoir des parents comme ça. Et à travers mes témoignages, à travers la prévention que je fais, j'ai envie de donner de ma personne pour que les gens qui n'ont pas les parents que j'ai, je veux être cette personne pour les personnes qui n'ont pas des parents comme j'ai. C'est ce que j'ai envie d'être pour les autres personnes qui souffrent d'addiction. Ils t'ont jamais rien reproché, tes parents, là? Jamais. Quand ils ont appris que je consommais de la cocaïne, ils m'ont jamais pris ma consommation et jeté à la poubelle. Ils m'ont jamais dit « tu dois pas consommer, tu es nul, qu'est-ce que tu as fait, tu as gâché ta vie ». Ma mère, elle m'a dit « est-ce que tu veux aller en cure ?» J'ai dit « non, je veux pas aller en cure ». Elle m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit « si tu veux, je peux consommer moins ». Elle m'a dit « ok ». Elle me dit « tu consommes combien ?» Je lui ai dit « je consomme toutes les 20 minutes, toute la journée, tous les jours ». Elle me dit « bon, ok, tu consommes pas avant midi et tu consommes toutes les 1 heure ». Je lui ai dit « ok ». Je consomme pas avant midi et j'espace d'1 heure. Donc le lendemain, je consomme pas avant midi et j'espace toutes les 1 heure. Et qu'est-ce qu'elle me dit le soir? Elle me dit oh, bravo, je suis fière de toi. Et moi je me dis waouh, j'ai quand même consommé, ma mère elle est fière de moi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup le lendemain, je me dis ok, je vais essayer de pas consommer avant 14 heures et je vais espacer de toutes les 2 heures. Ma mère elle me dit waouh, Charlotte, bravo. Et en fait, ma mère, ce qu'elle faisait, alors qu'elle n'y connaissait rien à la drogue, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques. C'est-à-dire qu'elle m'empêchait pas de consommer parce que c'était impossible pour moi de ne pas consommer. Mais en fait, elle réduisait les risques. Par exemple, mes parents, sur la 3e phase de mon addiction, donc après que je sois sortie du réseau de prostitution et que je demandais de l'argent parce que je n'en avais plus, plutôt que de ne pas me donner de l'argent pour m'empêcher de consommer, ils me donnaient au compte-gouttes de l'argent. Quand j'en réclamais et que je mentais sur pourquoi je voulais de l'argent, ils me donnaient un peu d'argent, ils savaient que j'allais consommer avec, mais en fait, ils réduisaient les risques parce qu'ils savaient que s'ils ne me donnaient pas cet argent, j'allais me prostituer. Ils réduisaient les risques en me donnant de l'argent parce qu'ils ne voulaient pas que je me mette en danger dans le réseau. Et le réseau était dangereux, tu devais rendre cet argent, tu avais des menaces? Non, il était très gentil et très bienveillant avec moi. Forcément, l'argent, c'était important pour eux parce que certes, les clients n'étaient pas des personnes défavorisées. J'ai envie de dire, les personnes qui dealaient la drogue ne sont pas les personnes qu'on imagine. J'avais un dealer, c'était un père au foyer avec sa femme dans un SUV avec le TPE et il livrait la drogue dans des papiers cadeaux avec le ruban qu'il avait dû faire au ciseau, tout enroulé. J'avais aussi un papy qui devait avoir 80 ans. J'ai eu des jeunes qui avaient 14 ans. Un papy qui était dealer? Oui, un papy qui était dealer. C'est pas forcément la personne lacostéenne qui vient de la cité. Le père au foyer avec le TPE, ça m'a tuée. Enfin, j'ai eu aussi, parce que souvent, je buvais le café avec mes dealers, je les invitais à la maison, parce que toujours, je proposais la passe plutôt que l'argent. Je les invitais boire le café, et puis j'essayais de les soudoyer pour ne pas avoir à donner l'argent. Attends, c'est-à-dire que tu préférais, pour acheter ta consommation, tu préférais te prostituer? Oui. C'était plus facile vu que j'étais à sec. Et il y en avait un, il me faisait écouter du Charles Aznavour, on écoutait l'opéra ensemble. J'ai déjà fait des soirées avec des dealers, tranquillement. Enfin, c'est des personnes cultivées. J'ai même convaincu un dealer de 16 ans de reprendre des études.
de reprendre le lycée. Enfin, c'est pas des personnes sans éducation, c'est des personnes parfois qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'enfance que moi j'ai eue. C'est des personnes qui ont grandi dans ces milieux, qui ont leurs parents qui sont en prison, qui n'ont pas la sécurité financière, sociale, l'éducation que j'ai eue. C'est aussi des personnes qui n'ont pas le choix. Et donc toi, du coup, tu vas réussir à sortir de ce réseau. Ton papa va rembourser les dettes que tu leur dois, c'est ça? Oui. Je pense que c'est important aussi qu'on parle de cette deuxième cure que tu vas faire, donc juste avant de sortir du réseau de prostitution. Oui. Alors cette fois, cette cure, c'est un peu lunaire. Je crois que tu vas pouvoir consommer sur place. Exactement. Mais justement, c'est à cause de cette deuxième cure que je dépense l'argent en plus que du coup je dois rembourser, qui m'endette auprès du réseau de prostitution. Donc j'arrive, je pars en vacances, je rejoins ma famille qui est en vacances à Saint-Tropez et je traverse une grosse crise suicidaire parce que là, j'en arrive au stade de la consommation où vraiment la cocaïne, elle me procure vraiment plus d'effet. Je fais que en souffrir. Je me pique, j'ai plus de veines. Je décide d'appeler le 15. Le 15 vient me chercher. J'arrive à l'hôpital, aux urgences. Et déjà, le médecin, il dit une phrase qui me choque. Il me dit de toute manière, c'est pas les dealers qui devraient être en prison, c'est les personnes comme vous. Donc je me dis, bon, super la prise en charge. Je suis transférée en hôpital psychiatrique, cette fois-ci public. Et franchement, ça fait 4 jours que je consomme non-stop. Je n'ai pas dormi depuis 96 heures. Alors que t'es avec tes parents en vacances? Je suis avec mes parents en vacances, toute ma famille, mais voilà. Ils le voient? Ma mère le remarque. Mes frères et sœurs, ils font semblant de ne pas le voir, mais tout le monde le sait. Mes frères et sœurs, ils me soutiennent, mais ils se protègent, donc ils se sont un peu éloignés. Puis ils sont dans les études, donc c'est compliqué pour eux. Et donc du coup, tu rentres à l'hôpital? Je rentre à l'hôpital, je suis transférée en hôpital public. J'arrive dans ma chambre, c'est une chambre double. C'est la première fois que je suis en chambre double. Et je m'avachis sur le lit, j'ai le nez en sang, j'ai mal à la tête, j'ai des céphalées, enfin des maux de tête, je sens mon pouls dans ma tête, c'est horrible. Et je me mets dans le noir, j'ai envie de dormir 48 heures. Et là, ma coloc de chambre, elle débarque dans la chambre, surexcitée, et elle me dit « Coucou !» Et je me dis « Non, tais-toi, vraiment, vraiment, laisse-moi dormir. » Et elle me dit « Viens, on se raconte notre histoire. » Et là, je me dis « Non, s'il te plaît. » Et elle me dit « Je suis cocaïnomane. » Et là, je me dis « Oh, trop bien, on va pouvoir soutenir dans le sevrage. » Et elle me dit « J'ai 10 grammes dans mon placard, ça te dit, on se les tape ?» Et là, je me dis « Bah, ok, trop bien. » Donc là, de suite, comme je suis très proche de mon psychologue, du moins, moi, je suis très proche de mon psychologue, je ne pense pas que ce soit réciproque, j'envoie à mon psychologue, super, ma coloc de chambre, c'est aussi une cocaïnomane, on se tape un 10 grammes. Voilà, on se tape les 10 grammes. Moi, j'ai de l'argent de mon réseau de prostitution qui m'a été avancé en quelque sorte. Je vais devoir rembourser par la suite. Donc, l'argent n'est plus un problème à ce moment-là. On descend dans la cour de l'hôpital, on achète des 10 grammes, on les remonte dans la chambre, et personne ne se dit, les deux cocaïnomènes qui sont dans la même chambre, qui ne dorment jamais, qui ne mangent jamais, et qui ont des maux de tête terribles avec le nez en sang, ne sont pas en train de se droguer. Personne ne se pose de questions, personne ne nous fait des tests pour la drogue. Donc au bout d'un moment, et à la fin, cette fille est transférée en clinique privée. Un autre garçon arrive en cure, et trop bien, lui aussi, il est cocaïnomène, donc on commence à consommer ensemble. Pareil, lui, il se pique. Donc, en plus de ça, on fait des allers-retours à la pharmacie. On se pique ensemble dans la chambre. Enfin, c'est un truc de malade. Et là, je décide de sortir de cure. La cure, tu t'es tellement droguée que c'est pire qu'à l'extérieur. J'ai dépensé 11 000 € en 3 semaines. 11 000 € de cocaïne? Ouais, en 3 semaines. Mais il n'y a pas que... C'est pas uniquement ma consommation. Il y a aussi le fait que parfois, j'ai dépensé un jour 800 € et j'ai reçu 10 grammes de sel et de sucre. Je suis arrivée dans les toilettes en voulant consommer ces 10 grammes. J'ai vu que c'était du sel et du sucre. Qu'est-ce que j'ai fait? Jeter ces 10 grammes à la poubelle. J'envoie un message sur Snapchat à quelqu'un d'autre. « Salut, je suis libre à tel endroit. C'est combien les 10 grammes? Allez. » Gling, gling, 450 €, les 10 grammes. Voilà, hop, on est à 800 plus 450 € dans la journée.
Encore une fois, j'ai les tant d'argent du réseau de prostitution, j'en ai rien à faire de l'argent. Oui, ça va vite en fait, c'est très cher. C'est très cher et franchement, quand t'es sous coke, tu te sens surpuissant. Donc l'argent, tu t'en fous. Mais je me suis retrouvée, voilà, maintenant je suis endettée à vie. Enfin, donc c'est super dangereux. Je sors de cure, voilà. Donc c'est au moment où j'ai besoin de sortir du réseau de prostitution. Et là, je rencontre une fille. Au bout d'une semaine, on se connaît même pas. Je me marie avec elle, voilà. C'est pas un mariage officiel, mais quand même, on fait des vœux, on est à l'église et on se marie. Coup de tête. Mais je fais semblant que j'étais sobre, j'étais pas sobre du tout. On déménage en Bretagne, à 9h de chez moi. En plus, tu m'as dit que t'étais hétéro, t'étais pas du tout... Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sous coke. Tout simplement. Pourquoi je me suis inscrite à un CAP fleuriste? Pourquoi j'ai pris des billets pour Tokyo? Pourquoi Parce que j'étais sous coke. Et en fait, le problème, pourquoi j'ai commencé à apprendre l'arabe en novembre? Expliquez-moi. Enfin, c'est la cocaïne qui fait tout ça. C'est la cocaïne. En fait, je me sentais. Et en fait, le problème, je vous expliquerai après ce qui m'a fait vraiment arrêter la coke le 1er décembre. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé et c'était pas le fait d'avoir des lésions précancéreuses, c'est pas le fait d'avoir plus de cloison nasale qui m'a fait peur, c'est pas le fait de plus avoir de veines qui m'a fait peur, c'est quelque chose de beaucoup plus important qui m'a fait peur. Mais voilà, donc je déménage avec cette fille en Bretagne. Coup de foudre? Non, pas coup de foudre, délire. Voilà, délire complet. Je déménage en Bretagne. Elle prenait aussi de la cocaïne? Non. Non, c'est que moi. Je prenais à fond de la cocaïne par voie vaginale, ça allait très vite. Je consommais toute la journée, tous les jours. J'invitais des dealers, je faisais ma vie. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment péter un câble. Je commençais à devenir vraiment narcissique, imbu de ma personne. Je sais même pas comment le décrire. Complètement égoïste, complètement... vraiment imbuvable, vraiment une vraie connasse. Enfin, je saurais même pas me décrire, vraiment quelqu'un de très très toxique, quelqu'un de vraiment méchante, vraiment quelqu'un d'horrible. Et c'était ma pire rechute. Pour donner un exemple, je commence à vraiment pas être bien. Je décide d'aller au Narcotique Anonyme parce que je sais que ça m'avait aidé pour l'anorexie, boulimie anonyme. Je vais au Narcotique Anonyme à Nantes, c'était à 1 heure de train. Je vais à La Réunion. J'arrive pas à tenir 1 heure de réunion. Je fais semblant d'aller aux toilettes. Je prends une trace, je prends 3 traces de la taille d'une poutre aux toilettes. Je retourne à La Réunion. Je fais mon témoignage. Blablabla. J'arrivais pas à m'arrêter de parler. Je sors de La Réunion. Je vais au bar. Je bois pas. Mais je prends au moins 8 tasses de la kétamine, alors que j'aime même pas ça. Et puis, j'ai jamais fait ça, mais je décide d'aller en soirée techno. Je vais en soirée techno. T'étais entourée d'amis? T'étais toute seule? Personne. Je vais en soirée techno. Je mets 3 grammes de cocaïne dans ma culotte. Je vais là-bas, je prends mon téléphone, j'écris qui vend de la kétamine. J'aime même pas la kétamine, comme ça, non. Voilà. J'achète de la kétamine, j'aime même pas ça. Je consomme un peu de cocaïne, je consomme de la kétamine. Et heureusement, il y avait un stand de réduction des risques. Je fais un énorme Keyhole. Je passe 6 heures dans l'attente pour Keyhole. J'arrive pas à bouger. Donc, je dois rentrer en taxi pour 1h30 de trajet en voiture. Je paye genre 350 €. J'avais pas d'argent, donc il me dit tu peux me payer par virement. Bien sûr, je ne paye jamais par virement, donc mise en demeure, jusqu'à ce que ça double, et que lui, c'est justice, il est toujours en train de m'envoyer des messages. Parce que du coup, t'as pas pu payer ce taxi-là? Non, maintenant je suis en dossier de surendettement. Je rentre et voilà. Et du coup, j'essaye de faire le sevrage. À cette période, j'arrivais plus à m'en sortir. J'allais aux urgences quasiment tous les jours. Tu y allais de ton plein gré? De mon plein gré. Vraiment, je n'arrivais plus à m'en sortir. Tu voulais vraiment t'en sortir? Je voulais vraiment m'en sortir. J'envoyais des messages à mon psychologue. J'ai des captures d'écran avec mon psychologue. Les messages, c'est « je me déteste, je suis horrible, je n'arrive plus à m'en sortir, je souffre tellement, je n'arrive plus à m'arrêter. C'est bon, j'ai pris ma dernière trace de cocaïne, j'ai tout jeté dans les toilettes. C'est bon, j'arrête. En fait, je regrette, je vais en racheter. Je souffre tellement. Quand j'en prends, je souffre. Quand j'en prends pas, je souffre. Qu'est-ce que je fais ?»
Et là, on arrive au 1er décembre 2025. Il est 4 heures du matin. C'est la dernière trace que je vais prendre de toute ma vie. Je vais dans la salle de bain. C'est là que j'ai pris des vidéos de moi, que j'ai pu poster sur Instagram. J'ai eu un tel dégoût de moi-même que je me suis dit, il faut que je filme ça pour le regarder quand j'aurai envie de consommer. Et en fait, je me suis regardée dans le miroir et c'est même pas mon physique qui m'a dégoûtée. C'est que je me suis dit, mais en fait, t'es devenue qui? J'ai toujours été quelqu'un de très, très empathique, très gentil, très discrète, très rigolote, très gentille, qui donnait beaucoup de soi. Et là, j'étais un monstre. J'étais narcissique. Tout le monde était inférieur à moi. Tout le monde était lent. Et je me suis dit, je préfère mourir de manque, souffrir de ne plus en avoir. Je préfère être dans mon lit et crever plutôt que d'être ce monstre que j'ai créé sous cocaïne. Et ce dégoût de moi, ce monstre que j'avais créé était plus fort que la peur d'avoir des lésions précancéreuses, de plus avoir de nez, d'avoir des nécroses du bras. Oui, donc là, tu es devant ce miroir, tu te dégoûtes. Ça a été un véritable déclic. À partir de ce moment-là, tu n'as plus consommé? Oui, dans ce miroir, j'ai vu un monstre et j'ai plus jamais touché à la cocaïne, plus jamais. Ça a été le déclic. Je dis pas que c'est facile, la sobriété. Ça a été hyper difficile pendant très longtemps. Jusqu'à mes 5 mois de sobriété, j'ai pu poster et dire dans mes interviews que la sobriété, c'était pas clean girl matcha yoga. Mais depuis mes 5 mois de sobriété, c'est beaucoup plus facile. Demain, je fête mes 7 mois de sobriété, donc ça fait 2 mois que je peux dire que la sobriété, elle est beaucoup plus facile. Je n'ai plus aucune envie de consommer. Jusqu'à mes 5 mois de sobriété, j'arrivais pas à faire le deuil de la première sensation. De 18h à 21h, j'avais des envies irrépressibles de consommer. Ça m'arrivait de temps en temps, à 2h du matin, de prendre une tasse de café, de la jeter par terre, de hurler sur ma mère. De toute façon, je vais retourner dans le réseau de prostitution, je vais prendre de la coke, maman, laisse-moi prendre de la coke, si tu me laisses pas faire, je vais appeler mon Mac, il va venir me chercher, j'y retourne. Et on hurlait dessus, c'était hyper difficile comme moment. T'es retourné vivre chez tes parents, du coup? Oui, depuis décembre, je revis chez mes parents, enfin chez ma mère, qui m'aide au quotidien. Et c'était hyper difficile. Parfois, j'en renvoyais des messages à mon Mac, je lui disais je reviens, j'arrivais pas à faire le deuil de ça. Et en fait, comment j'ai tenu pendant ces 5 mois de sobriété, c'est que je me disais, comme ils disent dans les narcotiques anonymes, c'est juste pour aujourd'hui. Je me disais, j'avance 24 heures à la fois. Pendant 24 heures, tu tiens, et demain, tu te défonces. Et je faisais ça tous les jours. Et le soir, j'avais toujours des crises. Et en fait, au bout de 5 mois, je me suis réveillée un jour et je me suis dit, en fait, j'arrivais pas à me dire plus jamais. J'arrivais pas à me dire plus jamais tu toucheras à la cocaïne. C'était trop difficile pour moi de me dire que je n'y toucherais plus jamais. Et à partir de mes 5 mois de sobriété, je me suis sentie libérée. J'arrivais à me dire plus jamais. Je sais aujourd'hui que je suis en rémission complète. Je sais que je n'y toucherai plus jamais. J'ai fait le deuil. Même aujourd'hui, je me dis comment j'ai pu y toucher. Je me souviens même plus de ce que ça fait la première trace. Au contraire, j'ai même un dégoût. Avant, si on m'en mettait sous le nez, je sais que je l'aurais consommé. Là, dans mes 5 mois, les premiers 5 mois de ma sobriété, si j'en avais devant moi, je l'aurais pris. Donc j'évitais les endroits qui me triggerent. J'imagine que tu as aussi dû faire le deuil de ton entourage, parce que quand tu arrêtes comme ça, tu dois changer du tout au tout, en fait. Tu dois plus côtoyer les mêmes personnes, les mêmes lieux. Bah non, même pas, parce que comme j'expliquais, moi je m'auto-médicamentais avec la cocaïne, donc c'était pas soirée techno, la fête, je consommais toute seule. Donc moi j'ai pas dû changer d'entourage, à part mon Mac, pour qui j'avais un syndrome de Stockholm. Mais sinon, non, j'avais pas trop d'entourage. Ce qui a été le plus dur, c'est faire le deuil de mes amis qui sont partis pour se protéger. Mes vrais amis, mes amis du lycée, mes amis de médecine, parce que j'ai tout perdu, mes frères et sœurs. Ça, faire le deuil de ma vie d'avant et se retrouver toute seule, ça c'est hyper difficile. Et encore à l'heure actuelle, je dis que patient expert, c'est le métier que je veux faire, mais parfois j'y repense et je dois faire le deuil que je ne serai jamais médecin. J'y repense parfois. Tu pourrais reprendre tes études peut-être? Bah, honnêtement, je pourrais reprendre mes études, mais c'est difficile de reprendre ses études de médecine quand on s'est affiché comme toxico sur Internet. Aujourd'hui, comment tu vas? Est-ce que tu as compensé cette prise de cocaïne par autre chose? Pendant un moment, j'ai réussi à rester sobre de tout.
J'ai pas compensé. J'ai réussi à vivre dans le dur. C'était très difficile. J'étais en dépression profonde, mais je résistais. Et depuis avril, au début massivement dans le déni, j'ai rechuté dans l'anorexie. L'anorexie, c'est aussi considéré comme une addiction. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Moi, j'ai plus peur de manger que de mourir d'un arrêt cardiaque. J'ai vraiment peur de manger. C'est ce qui me fait le plus peur. Comment tu tiens debout? T'es bien obligée de manger? Je sais pas comment je tiens debout. J'arrive pas à tenir debout. Je tiens debout, mais je tremble. Le soir, je fais des malaises. Là, je pense que c'est l'adrénaline, hein, le fait d'être en tournage. Et je vais craquer ce soir. Et j'ai même peur de me faire vomir parce que j'ai peur... c'est complètement bête, mais en fait, j'ai peur de m'étouffer avec mes doigts. J'ai peur de mourir étouffée par mes doigts. Je suis addict aux laxatifs. Je me pèse tout le temps. Là, je suis montée sur Paris, j'ai pris la balance avec moi. Je suis addict au sport, je suis addict au body checking, c'est-à-dire que je regarde tout le temps mes mesures corporelles. J'ai traversé pas mal de crises suicidaires aussi pendant mon sevrage, pas mal de scarifications. J'ai été hospitalisée 2 mois, là, je sors de 2 mois d'hospitalisation pour crise suicidaire, dont 2 fois en isolement complet. Ça veut dire dans une pièce fermée, avec seulement un matelas, même pas un oreiller, et un seau pour faire ses besoins. Et on n'a pas de bouton pour appeler les soignants. Et on a une caméra pour nous surveiller. C'est comme une prison. Oui. Et c'est vraiment utile? Et il y a une porte complètement blindée avec un sas. Et ça fait péter un câble. Mais ça sert de mettre dans des conditions pareilles, selon toi? Alors non, moi ça m'a fait péter un câble parce que honnêtement, quelqu'un qui est suicidaire au point où moi j'en suis, il a besoin de parler. Il a besoin de contact humain. Moi je suis extrêmement seule. Et la seule raison pour laquelle ils m'ont mis en isolement, c'était parce que les médecins et les professionnels de santé voulaient se protéger légalement. Parce que si je me suicidais dans la chambre d'hôpital, c'est eux qui prenaient cher. Mais moi, est-ce qu'ils ont pensé à ce dont moi j'avais besoin? Non. Moi, j'avais besoin de parler. J'avais pas besoin qu'on m'enferme. Moi, ça a juste empiré les choses. Je suis restée, je sais même pas combien de temps, dans une pièce fermée. Au début, je changeais de position. Je m'allongeais sur le ventre, sur le dos, je réfléchissais. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Et t'as pas de téléphone, t'as rien, t'as pas de Rien, télé? rien. Bah non. C'est une pièce vide, sans oreiller, sans rien. Et j'ai passé des nuits dedans. Et on dort avec une sorte de salopette, même pas de sous-vêtements, rien. Même pas en tissu, parce qu'il faut pas qu'on puisse s'étouffer avec. Et on a une caméra et on fait nos besoins devant la caméra. Voilà. Ça, c'était récemment, ça? Ça, c'était en avril-mai. Et là, t'es sortie maintenant? Oui. Ça va mieux? Oui. Mais anorexie. Tu dis que t'es seule, mais t'as quand même ta maman. Là, t'es venue avec un ami. T'as réussi à être sobre de l'anorexie pendant 20 mois. T'as réussi à te sortir de la cocaïne alors que ça paraissait impensable. Tu peux te sortir de l'anorexie? Oui, mais c'est très compliqué parce que, mais comme j'expliquais au début de l'interview, moi j'ai été violentée très jeune. Et, pas par ta famille, hein, je précise bien. Non, ouais. Pas par ma famille. Non, pas du tout. Ma famille, elle est géniale. Mais en fait, j'ai été violentée à l'âge où notre cerveau il est en train de se former. C'est pour ça qu'on nous dit pas d'alcool, pas de tabac, pas de pornographie avant l'âge de 18 ans. Moi, j'ai été violentée à l'âge où notre cerveau est en train de se former. Et du coup, j'ai grandi dans la honte et la culpabilité à cette période-là. Et quand notre cerveau arrive à l'âge de 18 ans, il s'est formé avec la honte et la culpabilité. Et soigner un cerveau alcoolique de l'enfance à 18 ans qui a grandi comme ça, allons soigner un cerveau qui a grandi dans la honte et la culpabilité à 18 ans. C'est compliqué. J'ai essayé beaucoup de thérapies, beaucoup d'antidépresseurs et je ne sais pas ce que c'est la solution pour moi. Mon cerveau, il s'est formé comme ça et c'est compliqué à tout déconstruire. J'essaye beaucoup de choses, je travaille sur moi-même. Mais j'ai vécu comme ça et c'est difficile. J'ai pardonné mes bourreaux, mais j'ai du mal à me pardonner moi-même. J'ai l'impression d'être fautive dans l'histoire et
Et c'est très compliqué à déconstruire quand on a vécu toute sa vie comme ça, avec beaucoup de violence. Donc, C'est plusieurs épisodes de violence que tu as vécu? oui, beaucoup. 3 épisodes. 3 épisodes et j'ai l'impression que c'est ma faute. Et du coup, c'est là que la cocaïne a été importante et que je suis tombée amoureuse d'elle. Parce que, en fait, j'ai très peu d'estime pour moi du fait d'avoir l'impression que c'était ma faute. Et du coup, je me déteste, en fait. Je me déteste, j'ai très peu d'estime pour moi, je me déteste. Et la cocaïne, elle m'a offert le fait de m'aimer, le fait d'avoir de l'estime pour moi, ce que je n'avais pas avant. Selon toi, est-ce qu'il faut légaliser la drogue? Est-ce que l'État prend assez les mesures des addictions de la drogue? Pour toi, qui est responsable dans tout ça? Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question. C'est trop compliqué pour moi. Je veux pas me positionner. Toi, tu as été addict parce que tu as pu t'en procurer facilement. Est-ce que pour toi, il faut que les dealers soient plus punis? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je sais pas, mais en fait, Toi, on t'a permis, t'as pu consommer en hôpital psychiatrique, t'as pu consommer très très jeune, te faire livrer devant chez toi sur Snapchat. En fait, je sais pas. En fait, c'est la poule et l'œuf, en fait, parce que pour moi, il doit y avoir un souci quelque part, parce que s'il y a de la drogue, c'est que, il y a des choses qui sont forcément permises à un certain niveau, parce que si on ne veut pas qu'il y ait de la drogue en France, il n'y aurait pas de la drogue en France. C'est certain. Il y a quelque part, ça cloche quelque part. Et pour moi, comme j'expliquais tout à l'heure, les dealers, c'est pas forcément de leur faute. Moi, j'en ai rencontré plusieurs et comme j'ai expliqué, j'ai bu des cafés avec beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup qui sont très cultivés. C'est pas des mauvaises personnes. Et comme j'explique dans la vie de tous les jours à tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont des mauvaises personnes et qui font des bonnes choses, et il y a beaucoup de personnes qui sont des bonnes personnes et qui font des mauvaises choses. Il y a des médecins qui sont des très mauvaises personnes et il y a des dealers qui sont des très bonnes personnes. Donc, punir plus les dealers, parfois il y a des dealers qui n'ont juste pas eu le choix. Ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Donc, est-ce que c'est à moi d'être punie ou à eux d'être punis? Je ne sais pas. Pour toi, pour que plus personne ne revive ce que tu as vécu, tu penses qu'il faudrait que ça soit totalement impossible d'acheter de la cocaïne en France et même dans le monde? En fait, la solution, ça serait ça? Je pense que... Parce que empêcher des personnes qui sont déjà dans l'addiction, qui sont déjà tombées dans l'addiction, donc plusieurs mois dans l'addiction, donc qui sont déjà atteintes de la maladie qu'est l'addiction, les empêcher au cours de leur maladie de consommer, ça c'est impossible. Mais prévenir en faisant en sorte qu'ils ne tombent jamais dans l'addiction, en empêchant au préalable, par de la prévention, en empêchant qu'ils ne tombent dedans, ça, oui. Mais une fois qu'on est dedans, c'est faire de la réduction des risques. Donc oui, qu'il n'y en ait pas du tout, ce serait génial. Oui, je suis pour le fait qu'il n'y en ait pas, et que personne ne tombe dedans. Mais une fois qu'on est dedans, on distribue au compte-gouttes. Il y a des personnes où forcément ils vont se voir proposer de la drogue. Toi, en tant que patiente experte maintenant, et t'es complètement sevrée, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes? Je dirais que One Life m'a coûté ma cloison nasale, m'a coûté tous mes amis, m'a coûté les liens avec mes frères et sœurs, m'a coûté tout mon argent, m'a coûté le rêve d'une vie. Juste une trace, ça prend tout. Tout. Donc n'essayez pas, on croit que c'est juste une fois, mais juste une fois, ça devient 2, puis 3, puis 4, puis on est dans un engrenage. Et l'addiction, c'est elle qui nous gère. Et elle te prend tout. Et encore à l'heure actuelle, je vais fêter mes 7 mois de sobriété demain. Mais demain, je vais être toute seule. Si c'était à refaire, je le referais jamais. On va parler de qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mais ton mariage avec cette femme, faut bien qu'on en parle, il s'est terminé rapidement? Oui. Très rapidement. Oui, c'était comme tu disais, c'était une lubie de la cocaïne. Oui, c'était un truc de la cocaïne. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant pour la suite? J'imagine t'en sortir de l'anorexie, te sortir de tout ça, t'as traversé beaucoup de choses. Il t'en reste encore un peu beaucoup aujourd'hui. Alors mon rêve, ce serait de redevenir meilleure amie avec ma sœur,
de recréer du lien avec mes 2 frères, de devenir patiente experte, parce que là, je devais commencer mon travail le 25, mais vu que je suis trop fragile, j'ai pas pu commencer. De réussir à reprendre ce que je devais commencer, de finir d'écrire mon mémoire en tant que patiente experte. Je commence en cours de route une licence de psycho à la rentrée prochaine en distanciel. On emménage dans une nouvelle maison avec ma maman, rembourser mes dettes, bien évidemment. Et tu as beaucoup de dettes actuellement? Oui, j'ai beaucoup de dettes, beaucoup de dettes. Des dettes dues à mes crédits que j'ai pris, dues à tout ça. Mais le réseau de prostitution, c'est réglé. Et me souhaiter de rester sobre et de guérir de l'anorexie. On n'en a pas parlé, mais tu as sorti un livre quand même? Oui, effectivement. Le livre, le fameux que j'ai écrit en cure, ma première cure, il s'appelle « Tomber n'a jamais suffi », 512 pages d'honnêteté pure, 512 pages de choses dont on ne parle que très peu, des pires choses sans tabou, toute la vérité, des choses dégoûtantes de l'addiction, de l'anorexie, de la boulimie, les choses que les gens cachent. Voilà, j'en ai parlé. Eh ben, on vous met tous les liens en description, comme d'habitude, sur YouTube et en podcast. Merci beaucoup, Charlotte. Merci.